Voilà, et c'est peut-être dans l'ordre, en commençant par Pierre Charazac, si je ne déforme pas votre nom, puis après par Marie-Thérèse Blanc-Briot et Laurence Mitaine, et en troisième temps avec Amanda Castello, que nous allons voir des regards de professionnels. C'est sous ce nom-là que nous avons effectivement, je dirais, rassemblé ces trois choses. Des regards de professionnels sur, et là on va venir plus près du deuil, nous étions partis de la santé mentale de façon plus large, on va venir faire la loupe de plus près sur le deuil. Alors, effectivement, là-haut... oui, Pierre Charazac, sur l'image, vous êtes passé un peu au-dessus, donc on ne voit plus, mais c'est peut-être quand même pour dire que vous êtes psychiatre, que vous êtes professeur honoraire des hôpitaux, que vous êtes psychanalyste et que vous êtes aussi, je n'arrive plus tout à fait là à le lire, membre de la SSPP, si je l'ai bien lu. Oui. Voilà. Toujours est-il que vous allez pouvoir nous apporter un regard qui va être sur, effectivement, que se passe-t-il lorsque, par exemple, des couples qui ont été très longtemps ensemble, l'un des deux disparaît, qu'est-ce qui se passe pour l'autre? C'est le regard peut-être d'un psychiatre qui peut être amené en consultation à aider à traverser ces situations. Nous verrons après, mais je n'en dirai plus quand ça sera le moment, des regards de comment des bénévoles et des gériatres peuvent observer ce qui se passe à propos de personnes endeuillées et qui cumulent des deuils successifs. Et puis encore après, avec Amanda Castello, ce sera un dernier regard sur finalement qui est cette personne âgée. À vous, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Vous avez peut-être une vingtaine de minutes ou à peu près. Peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins. Oui, oui. On verra bien. En tout cas, merci beaucoup. Je vais lire mon texte, alors ça sera plus facile. Je vous remercie. Bonjour. Ça marche? Ça marche. Très bien. Ce sont quelques réflexions sur le deuil dans le couple âgé que je vais présenter avec quelques vignettes issues de ma pratique en cabinet. Et je vais, pour commencer, citer deux anecdotes qui se rapportent à ce sujet. Il y a une trentaine d'années, un gériatre canadien, le professeur Gros, demandait à ses équipes de porter sur la première page des dossiers médicaux la date du décès du conjoint du patient. J'ai reçu un jour en CMP pour un avis une patiente hospitalisée en gériatrie dont l'épais dossier contenait toutes les informations qu'on puisse imaginer, tous les bilans possibles et imaginables, mais il n'y figurait nulle part qu'elle avait récemment perdu son mari. Je vais présenter brièvement quatre vignettes issues de ma pratique quotidienne. Madame Poc, où un traumatisme ou un départ peuvent en cacher un autre. Madame Poc, qui est veuve depuis 2 ans, me demande un soutien psychothérapique parce qu'elle assume difficilement sa décision de quitter son appartement pour entrer dans une résidence à proximité de chez elle. Après ne s'être pas sentie suffisamment accompagnée par ses enfants dans son déménagement, elle venait de s'installer dans son nouveau cadre de vie quand il a été bouleversé par le traitement des punaises de lit, en lui retirant notamment tout le linge qu'elle avait apporté. Elle s'est trouvée littéralement dépouillée. Ça a été vraiment pour elle un traumatisme qui n'a pas été sans faire écho à un précédent. Je demande à Madame Poc quelle place elle recherchait en décidant de déménager et elle me répond « celle d'avant la mort de mon mari, pas celle des 2 années qui ont suivi où je ne savais plus où j'étais. Aujourd'hui, je suis bien obligé de vivre, mais j'ai l'impression d'être devant un mur infranchissable. Je tâte des petites choses qui me conviennent. Hier, j'ai eu un moment de joie. Je me suis retrouvé avec ma manière de m'exprimer sans tenir compte du jugement des autres. » Elle associe alors avec son départ d'Italie à l'âge de 8 ans, vécu comme un traumatisme, d'autant plus qu'il s'était cumulé avec celui d'un viol quelques mois avant par un oncle. Elle revient sur sa décision de quitter l'appartement où elle a vécu longtemps en couple. « J'ai tout fait pour pas qu'il m'accompagne, pour vivre autre chose. Je ne pouvais pas rester là. Mes voisines ne me comprenaient pas, elles me disaient « mais tu es bien ici ». Moi, je ne pouvais plus, c'était inexplicable, incontrôlable. Je voulais que ça soit fini et en même temps, ce n'est pas fini. Je sens la présence d'Alexis. Ça me fait presque du bien d'avoir prononcé son prénom. C'est effectivement la première fois qu'elle prononçait le prénom de son mari.
Madame Serre, ou la difficulté de mettre des mots sur le manque. Madame Serre, âgée de 85 ans, m'a consulté la première fois il y a 4 ans quand elle a perdu une de ses filles dans des circonstances particulières. Je la cite, « On savait qu'elle avait un angiome cérébral, mais on n'était pas au courant de la gravité de son état. Elle nous a préservés jusqu'au bout, mais elle avait tout écrit. » À son angoisse s'ajoutait son ressentiment vis-à-vis de sa fille pour avoir caché la vérité à ses parents. Mais son travail de mentalisation est demeuré à l'époque assez limité. Elle répétait « c'est le deuil, c'est l'angoisse, c'est l'angoisse ». Son amélioration s'est physiquement traduite par le retour du sommeil, la reprise du poids, avec la prescription d'un antidépresseur, mais sans qu'elle exprime véritablement ce que la mort de sa fille lui avait fait perdre. Madame Serre revient me consulter au début de cette année parce qu'elle se remet difficilement d'un cambriolage et 2 mois plus tard, elle m'apprend que son mari est décédé brutalement. Ce deuil, qui remonte aujourd'hui à peu près à 10 mois, la replonge, dit-elle, dans la même angoisse que celle provoquée par la mort de sa fille. Depuis, elle a repris dans sa maison et son jardin, ses habitudes et son travail. Mais elle répète « Pourquoi cette fois je ne m'en sors pas comme pour ma fille ? Je reste nouée, très fatiguée, j'ai peur de perdre l'équilibre et de tomber. Mon mari me manque tellement, nous nous connaissions depuis l'âge de 16 ans. » Il était silencieux, mais il était là. Il m'avait dit « Myriam m'attend », leur fille qui est décédée. Je ne l'ai plus, il me manque tellement. Cette allusion au deuil de sa fille, alors que Madame Serre me répète maintenant qu'elle avait si bien supporté par rapport à ce qu'elle vit aujourd'hui, ça m'évoque une phrase du psychanalyste André Green. Le ressentiment rend le deuil interminable. On peut se demander si, malgré ce qu'elle répète en disant qu'elle avait très bien surmonté le deuil de Myriam, on peut se demander quand même si ce deuil précédent n'émerge pas à nouveau. Monsieur Maud, je sous-titrerai un certain lien plus fort que le deuil. Quand Monsieur Maud me consulte il y a 3 ans pour un état dépressif, son père, très âgé, est encore hospitalisé pour un AVC et doit entrer sous peu en EHPAD. Il y est entre-temps décédé et sa mère, qui avait rejoint son père peu après son entrée, vit toujours dans cet EHPAD et ses fils se relaient très régulièrement auprès d'elle. Il qualifie de pitoyables les conditions dans lesquelles vit sa mère, barricadée dans sa chambre, insultant les soignants et rudoyant ses fils, qui s'appliquent malgré tout à la visiter à tour de rôle. Durant toute son existence, me dit mon patient, son père a été le souffre-douleur de sa mère, décrite comme une personne qui n'a jamais eu de geste de tendresse envers ses enfants. Elle a demandé à rejoindre son mari en EHPAD parce qu'elle pensait, c'est ce que me dit en tout cas son fils, que son séjour ne durerait que le temps de la convalescence. Et elle ne cesse depuis de réclamer de retourner chez elle. Alors que son père s'était bien intégré dans cet EHPAD en y retrouvant la vie sociale dont il était privé par sa femme depuis plusieurs années, celle-ci s'est retranchée dans sa chambre d'où elle chasse tous les personnels de l'établissement. Monsieur Maud m'évoque souvent la paix qu'avait retrouvée son père dans cet EHPAD après des années d'enfer conjugal, tel est en tout cas son discours. Mais dans le discours de sa mère, tel qu'il nous le rapporte, il n'est jamais question de la disparition de son mari. « Ma mère ne change pas et elle ne changera pas », me répète-t-il, comme si pour elle, il ne s'était rien passé. Il a peut-être imaginé que son père puisse vivre en EHPAD une fin heureuse, séparé de sa mère, retourné à domicile ou entrer dans un autre EHPAD, ça arrive, mais il ne l'a en tout cas jamais exprimé, comme si leur couple aussi, du moins dans l'image qu'il en a, ne pouvait pas changer. Dernière vignette, elle aussi contemporaine de mon activité. Ce sont des personnes que je continue de voir, toutes les 4. Quand M. Tac a commencé d'avoir des entretiens avec moi, son épouse vivait depuis 3 ans en EHPAD, après un long passé psychiatrique,
associant des alcoolisations compulsives à un grave déséquilibre de l'humeur, et associé aussi au fait qu'elle est étrangère et qu'elle n'a pratiquement jamais voulu apprendre le français. Et à ce moment-là, au moment où ils me consultent, leur seconde fille était sur le point de partir avec sa famille et vivre à l'étranger, dans un tout autre pays. Âgé de 86 ans, cet homme qui conserve une belle prestance physique se plaint néanmoins de fatigue des jambes et de vertiges, qui sont davantage soulagés manifestement par mon écoute et par celle de ses kinésithérapeutes. Il en a un qu'il appelle mon coach et un autre qui travaille sur ses vertiges. Merci. Davantage soulagé par mon écoute et par ses kinésithérapeutes que par les médicaments. Cet homme qui a souffert d'une enfance abandonnique s'est bâti une vie familiale et professionnelle centrée sur les soins, pour ne pas dire le sauvetage, je pense que le mot n'est pas trop fort, de son épouse. Il se déprime aujourd'hui en se demandant sur qui il peut à son tour s'appuyer, ses deux filles, sur l'aide de qui il comptait, étant toutes les deux établies loin de la France. M. Tac les a revues car leur mère est décédée dans les suites d'une fracture du col, il y a 1 mois et demi à peu près. Il m'explique que sa peine est atténuée par le fait qu'il avait installé, depuis 4 ans, son épouse dans cet établissement où elle a été très bien soignée. Ce qu'il m'a souvent répété, qu'elle était très bien là-bas, comme pour apaiser une certaine culpabilité, j'ajouterais inévitable. Il a ainsi appris, dit-il, à vivre seul, aidé par une personne faisant office de maîtresse de maison. Entre ces deux lieux, qui étaient son appartement, l'ancien lieu de vie du couple, 200 mètres carrés, plus de 200 mètres carrés, tout seul, et l'EHPAD de son épouse. Mais il est trop tôt, évidemment, pour que je puisse commenter ce deuil et la façon dont il va s'inscrire dans une vie placée sous le signe des manques et des renoncements conjugaux. Quelques mots de discussion. Ces 4 vignettes m'ont conduit à me poser 2 questions. Quelle place donner au lieu de vie dans le deuil du couple et comment aborder la prévention de l'impact du deuil sur la santé de celui ou celle qui survit. L'espace propre du couple possède des limites à la fois matérielles et psychiques qui n'ont pas la même destinée lorsque l'un des deux décède. En ce qui concerne les premières, les limites matérielles, le déménagement de celui qui reste peut s'imposer pour diverses raisons. Soit sa dépendance ne lui permet plus de demeurer seul dans l'appartement ou dans la maison, soit lui fait trop ressentir l'absence du conjoint et il ne peut retourner à la vie qu'en faisant refaire l'appartement ou en déménageant. Dans les 2 cas, la santé du survivant est en jeu, mais on ne peut pas en faire une règle. La résilience qui fait appel à ce qui reste de l'enveloppe psychique du couple, c'est là-dessus que s'appuie le survivant. La résilience peut permettre de survivre dans le cadre où le couple a longtemps vécu. Mais c'est alors fréquemment au prix d'un aménagement psychique qui n'a rien de pathologique. Une partie du moi du survivant reste en contact avec le disparu. Il ou elle ressent sa présence, croit recevoir ses réponses aux questions qu'il ou elle lui pose parfois à haute voix. Qu'est-ce que je vais faire à manger à midi ? Est-ce que ça vaut la peine que j'aille à tel endroit ? Ce qui rappelle le dédoublement de certains résidents vis-à-vis de leur entrée en EHPAD et qui disent couramment « J'ai compris que je ne pouvais plus rester chez moi, mais je sais que j'y retournerai un jour ». De même entend-on, quand un couple a connu une longue existence commune, « Je sais que mon mari est mort, mais c'est parfois comme s'il était encore là ». Comment aborder la prévention, sachant qu'il est plus facile d'identifier des facteurs d'échec du travail de deuil que ceux qui assurent sa réussite. Et j'ajouterai d'autant plus que nous vivons dans un monde, ça a été rappelé tout à l'heure, où il a fallu déjà réussir son couple, sa carrière, sa retraite et sa vieillesse. 3 points de suspension.
sauf dans le cas où l'un a accompagné la longue maladie de l'autre. Prévoir sa mort ou celle de l'autre conduit à prendre des dispositions pratiques. Mais cette forme d'anticipation ne prévient pas la manière dont le survivant fera son deuil. Quel couple vieillissant ne s'est pas questionné à cet égard sur l'après ? Quel mari, quelle femme n'a pas exprimé le vœu de partir le ou la première ? Ici interviennent l'histoire du couple, la personnalité de ses membres et ce troisième facteur qui a été illustré tout à l'heure à juste titre, que représente l'environnement du couple ou au contraire son isolement. Dans cet environnement, il y a bien sûr les enfants, les amis, le médecin traitant, les professionnels, les bénévoles, ça a été justement rappelé. Il est évident, que les relations du couple avec le monde extérieur n'interviennent pas seulement dans le cours de la vieillesse, mais aussi au-delà, quand l'un de ses membres a disparu. Le potentiel désorganisateur du deuil s'accroît lorsque le couple finit son existence coupé du monde, comme lorsque l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer de l'un conduit le conjoint aidant à s'isoler de ses enfants en refusant toute aide extérieure. Je rappelle que malgré ces évidences, pour Freud et les psychanalystes qui l'ont étudié après lui, le deuil conserve une part d'énigme. C'est pourquoi je conclurai sur le deuil dans le couple en citant cette phrase, elle aussi, je trouve énigmatique et propre peut-être à relancer la discussion. Je cite, « Dans le veuvage et dans la douleur, la plus grande gloire appartient à celle qui fait le moins de bruit parmi les hommes. » Alors je voulais finir sur cette devinette. Qui peut bien être l'auteur de cette phrase ? Son nom est apparu tout à l'heure. Ce n'est pas Kant, ce n'est pas Hegel, ce n'est pas Descartes. Son nom est apparu sur l'écran tout à l'heure. Et c'est Charles de Gaulle. En 1916. Il était loin encore de disparaître, mais voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Restez avec nous. Je crois que c'est possible et maintenant et par la suite. Je crois que vous pourrez être avec nous jusque dans l'après-midi. Et je vous propose que nous enchaînions. Alors, ça va vous demander un très gros effort de mémoire et d'attention à chacun d'entre vous, de conserver ce que ces 4 vignettes qui ont été présentées par Pierre Charazac nous disent par rapport à notre sujet. Ça nous permet d'aller une page plus près de la question du deuil, même s'il y a beaucoup de choses que vous avez dit qui renvoient à dire de quelle façon peut-on imaginer ces personnes endeuillées comme encore capacitaires et non pas déficitaires et pouvant encore faire des choses et vivre encore des choses avec elles. On complète ce que vous avez dit avec la double intervention, si vous voulez bien, de Marie-Thérèse Leblanc-Lebriot, qui, comme vous le voyez là-haut, c'est écrit, vous avez eu le temps de le lire, est à la fois gériatre et membre de la commission personnes âgées de la Fédération Jeanne-Malve. Et juste à côté d'elle, Laurence Mitaine, qui, comme vous avez pu lire, est à la fois aujourd'hui cadre de santé à l'UHR de CHU d'Orléans, mais aussi a une expérience de cadre de santé en gérontopsychiatrie auparavant et qui est dans la même commission. C'est à 2 voix, vous n'avez pas pour autant plus de temps. Vous avez une petite vingtaine de minutes maximum si vous arrivez à faire moins et nous délivrer l'essentiel de ce que vous pouvez ajouter. Bravo, c'est encore mieux. Merci. Bien, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Donc intervention à 2 voix et je commence, Laurence. Donc je vais vous parler à partir de mon expérience comme gériatre. J'ai plongé dans la marmite de la gériatrie il y a plus de 35 ans. Et j'ai eu du mal à en sortir, comme vous le voyez, puisque maintenant, je suis à la commission personnes âgées de la Fédération Jeanne-Malve. Et je voulais vous parler plus particulièrement de la solitude particulière, effectivement, de la personne âgée confrontée à une accumulation de deuil et de pertes, mais le plus souvent invisible. Pourquoi invisible ? Je dirais d'abord par le peu ou le pas de parole autour du deuil. On n'en parlait pas. Il fallait bien avancer, que voulez-vous ? Perte de bébé à la naissance ou en bas âge. Fausse couche. Combien vous avez eu d'enfants ? 4.
Enfin, 3. Il y en a un, je ne sais pas si ça compte. Perte de frères, de conjoints à la guerre ou de maladie. Perte des parents dont on s'occupait. Des beaux-parents dont on s'occupait aussi, avec toute la difficulté dans la durée. Mais il fallait continuer, travailler, ne pas s'écouter. Parfois, il était même interdit d'en parler, de prononcer le nom du mort. Il est mort, c'est fini, on n'en parle plus. Interdiction pour ne pas raviver le chagrin. Et j'ai même vu un enfant de 5 ans recevoir une claque parce qu'il avait osé demander où était passée la personne qui était décédée. Mais voilà, malgré tous ces deuils successifs, il ne faut pas s'attarder, il faut continuer, c'est la vie. Pas de parole, comme un trou à l'intérieur qui reste ouvert, qu'on laisse de côté, hâtivement recouvert par la marche en avant. Une partie de soi dans le trou, seul avec cette peine indicible, cachée, un deuil en attente, non parlé, non métabolisé, un deuil invisible, et la répétition des deuils, on l'a vu, qui élargit le trou à l'intérieur de soi. Deuil d'enfants, de petits-enfants, pas du tout dans l'ordre des choses, qui viennent résonner toujours avec les précédents et qui questionnent douloureusement le sens de la vie. C'est moi qui aurais dû partir. Le deuil du conjoint, on vient d'entendre le docteur Charazak, la moitié de soi qui s'en va. Les deuils d'animaux familiers, qui sont souvent les derniers remparts contre l'isolement. Et puis, les deuils des concitoyens. Et je voudrais vous en dire un mot un peu plus long. C'est toujours frappant de voir à quel point les personnes âgées regardent la rubrique décès dans les journaux. Ah, encore un qui est parti. À qui le tour? Est-ce que je serai le prochain? Et 2 copains de 86 ans se disaient si ça continue, on va tous y passer. Et une dame de 97 ans me disait que voulez-vous? Je ne connais plus que des morts. Tous ses amis, voisins, ceux de sa génération, ils étaient morts. Sa tranche d'âge, sa tranche de vie, ceux avec qui elle avait traversé les évolutions de la société, échangé sur les difficultés, les enfants. C'est pas pareil avec les plus jeunes. Ça donne le sentiment d'être un survivant, seul au monde, seul de son espèce en voie de disparition. Et la distance s'accroît avec les autres générations que parfois on ne comprend plus trop dans les comportements ou dans les souhaits. On devient le seul représentant d'une génération qui ne compte plus et de plus en plus isolée, ce qui rajoute de la souffrance à la souffrance et qui se voit encore moins, encore plus invisible. Je rappellerai simplement les derniers chiffres d'une enquête faite par les Petits Frères des Pauvres. En France, 750 000 personnes âgées sont dans une situation de mort sociale, sans aucun contact. Pas de parole, des deuils invisibles et une banalisation par les autres. Alors on l'a dit, le chemin du vieillissement, c'est jalonné de deuil, de perte, mais tout ça est considéré comme un peu normal. C'est beau d'être arrivé jusque-là, t'as pas à te plaindre, ta vie à toi elle est faite, mais c'est oublier que dans notre tête et dans notre ressenti, on a toujours tous les âges. C'est vrai qu'on en a perdu des choses, mais je dirais, finalement, on a perdu beaucoup de choses qui nous faisaient plaisir ou qui confortaient notre sentiment d'exister, notre identité. Toutes ces activités qu'on aimait faire, y compris associatives, toutes ces pertes de certains possibles. Ah, il en reste des possibles, mais qui les voit? Perte de sa place de citoyen aussi dans les décisions, mais dans la famille. Et un monsieur de 89 ans disait à sa femme,
Bah, qu'est-ce que tu veux? On est périmé, ma pauvre Lulu. On est périmé. 18% des personnes qui rentrent en EHPAD rentrent de leur plein gré. 18%. Tout ce qui fait perdre des plaisirs, limites physiques, limites intellectuelles. La perte du contrôle de l'organisation de sa vie. Allez, mais tu ne peux plus. Il faut être raisonnable, il faut de l'aide à la maison. Bah, tout ça est relativisé. Bah, c'est normal, c'est l'âge que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Bon, il est mort. Bah, c'est la vie. À son âge, c'est normal. 88 ans, c'est beau. Les émotions sont banalisées. Bon, t'en as marre. Mais dans ton état, c'est normal. Mais regarde autour de toi. Il y en a d'autres qui sont bien plus à plaindre, bien plus malheureux que toi. Toi, ta vie, elle est derrière. La banalisation, les injonctions font que la personne se retrouve seule avec son ressenti, avec ses deuils, et ça rajoute encore de la souffrance à la souffrance. Alors, comment faire avec ça? La première solution, c'est se taire pour protéger ses proches. Ne pas parler de son chagrin à ses proches. On ne veut pas leur en rajouter. Ils font déjà tellement de choses. Ils ont tellement à gérer. Les problèmes matériels, les décisions, le fardeau des aidants, qui est une réalité. Mais la personne âgée se sent tellement à charge, tellement un poids. Et parfois, il y a une autocensure, parce que la personne sent très bien qu'il n'y a pas d'écho à ce qu'elle ressent. Les proches submergés par leurs difficultés peuvent penser que la personne âgée n'est pas si touchée, après tout, elle en a vu d'autres. Comme si sa souffrance à elle était déjà passée, était du passé, ou bien sa mémoire n'est pas très bonne, elle va peut-être oublier vite, ou encore, on va peut-être pas lui dire, elle oubliera, sans voir que le non-dit enferme et isole encore plus un espèce de déni de la souffrance de la personne âgée et l'autocensure par la personne elle-même. Pourtant, une dame de 94 ans me disait, en parlant de ses deuils et ses souffrances d'enfant, et ça fait écho à ce que vous venez de dire, c'est drôle, plus on vieillit, plus ça remonte. Et j'ai eu des fois, souvent, l'impression d'une cocotte minute avec le couvercle qui soulève. Plus on vieillit, plus on est proche de la mort. Mais à qui on va en parler? Aux professionnels? Ils courent, il manque de temps. Aux psychologues? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Et puis en EHPAD, ils sont pris par le projet d'établissement, le projet de vie du résident. Il faut l'écrire pour chacun, hein. Il y a les groupes qualité, il y a les bilans pour orienter au mieux les personnes dans les services. Et à domicile, il n'y a pas d'accès. Au psychiatre, si on avait un docteur Charazak partout. On n'a pas partout, puis on n'a pas encore trouvé les moyens de cloner, je pense. Aux bénévoles, j'espère que oui, mais il en faudrait davantage. Quelles conséquences de tout ça? Alors ça a déjà été abordé, je vais passer vite. Les plaintes somatiques, les douleurs, il y en a partout. Les symptômes, il y en a partout. Mais pourquoi? C'est les seuls qu'on peut entendre. Les états dépressifs, mais la particularité, c'est qu'ils sont souvent masqués et eux aussi invisibles. Des troubles du comportement, de l'alimentation, du sommeil, la somatisation. Et ils sont invisibles, banalisés et sous-traités. Il est triste, il n'a plus envie de vivre. Ça se comprend dans son état. Parce que c'est normal de ne plus avoir envie de vivre. Ce serait normal parce qu'on est vieux de ne plus avoir envie de vivre. Les troubles du comportement, mais comment on gère les affects qui remontent, la cocotte minute? Des accès de colère, des crises d'angoisse? Non, c'est étiqueté, troubles du comportement. Les troubles de mémoire, est-ce que c'est un refuge? Les pseudo-démences. Et le suicide, on en a parlé. Un suicide sur 3 en France concerne une personne âgée. Et les équivalents suicidaires, souvent pas repérés. Le syndrome de glissement, l'anorexie, les chutes à répétition. La personne lâche les amarres, mais ça ne se voit pas, sans faire de bruit,
Elle ne veut pas déranger. Cette souffrance qui ne peut se dire agit. Et j'en terminerai là avant de passer la parole à Laurence. Le goût de vivre est fragile. Le sens de la vie est questionné. La place que l'on se sent avoir ou pas est déterminante dans l'envie de vivre. On a tous besoin d'être en lien avec un autre pour se sentir exister, garder l'envie et le goût de vivre. On a tous besoin de ça pour continuer à se construire, pour continuer à advenir ce que l'on est au plus profond de soi. Et ça, c'est vrai, même très âgé. Donc je pense qu'il y a grand péril pour les plus fragiles par rapport à ce goût de vivre. Et je laisse Laurence nous parler de personnes encore plus fragiles. Merci. Et en plus, en ayant mangé un petit peu plus que la moitié du temps, ça en laisse un peu moins à Laurence. Ça le coup. Et moi aussi, je m'excuse. Merci Marie-Thérèse. Et donc moi j'enchaîne, donc je suis cadre de santé depuis, après avoir exercé un certain nombre d'années en gérontopsychiatrie. Maintenant je suis cadre de santé dans une UHR, une unité d'hébergement renforcée. Alors c'est très moche comme nom, je ne sais pas qui l'a inventé, mais en tous les cas ce sont des services spécialisés qui accueillent des personnes atteintes de maladies neurodégénératives ou neuroévolutives comme on veut, avec des troubles psychocomportementaux sévères. Donc je vais parler plutôt de cet angle-là. Donc pour faire suite à l'intervention de Marie-Thérèse, oui, vieillir est un travail. Jacques Brel l'a chanté. Mourir, cela n'est rien. Mourir, la belle affaire. Mais vieillir, oh vieillir. Oui, vieillir, c'est un travail de deuil. Deuil au pluriel. Et je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit précédemment par les différents intervenants. Des pertes progressives de l'autonomie, perte du lieu de vie, de sa maison, perte d'être cher, de la personne aimée, des conjoints, de son animal. Et parfois, il y a toutes ces pertes en même temps. Ces pertes auront des conséquences profondes sur le moral en engendrant une souffrance psychique au quotidien, trop souvent banalisée, voire ignorée. C'est normal quand on est vieux. Cette souffrance de la personne âgée, quand elle est très importante pour la personne et insuffisamment prise en compte, peut entraîner une perte de sens de la vie. À quoi bon continuer à vivre ? C'est alors la tristesse, la perte de la joie de vivre, le désespoir, la dépression. Mais parfois, on peut ne rien faire ou ne pas voir parce que l'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment être. Et nous pouvons nous sentir bien impuissants. Mais qu'en est-il de l'accompagnement au deuil lorsque, en plus d'être âgée, la personne souffre d'une maladie neurocognitive et qu'elle est considérée comme fragile ? Quand le sens des mots est perdu, que le monde n'a plus de sens pour elle. Dire ou ne pas dire ? Là est la question. Comment annoncer l'entrée en institution quand le domicile n'est plus possible ? Parce que le proche aidant est épuisé ou que les troubles sont trop importants. Comment annoncer la perte d'un conjoint, d'un proche, d'un enfant, d'un frère, une sœur, d'un animal ? Ne plus le voir, cet animal qui nous a tenu compagnie toutes ces années. En général, on veut protéger la personne pour ne pas rajouter de la souffrance à la souffrance. Alors, on fait le choix de ne pas dire ou de minimiser. L'entrée en institution, et en particulier dans ces services particuliers, comme les UHR, comme les unités de vie protégées,
est une étape difficile et donc un deuil qui va nécessiter un accompagnement de tous les instants de la personne âgée qui deviendra un résident, une résidente, mais aussi accompagner les proches aidants. En effet, ce sont de nombreuses pertes à vivre en même temps pour chacun. La vie d'avant, la maison, le jardin, les petites habitudes du quotidien, tous ces petits riens de tous les jours, mais qui remplissent la vie au jour le jour. La perte de la proximité du conjoint devenu aidant et qui est aussi la boussole indispensable pour guider ce quotidien. C'est la perte d'une vie à deux. Rien ne sera plus pareil. Il va falloir s'adapter jusqu'au lâcher-prise, si possible. S'adapter à un nouvel environnement, une organisation, de nouveaux rythmes, à la vie en collectivité, s'adapter à ces nouvelles personnes en blouse, souvent blanches, des horaires, des repas qui ne sont plus les petits plats de la maison, et j'en passe. Et le sentiment de solitude qui s'installe de part et d'autre, voire sentiment d'abandon qui peut être ressenti. Cette solitude qui n'a pas de sens, qui n'est pas choisie la plupart du temps. Pour illustrer mes propos, voici quelques exemples récents de mes dernières semaines au travail. Monsieur Christian, je reste encore longtemps ici. Je rentre quand à la maison? Ça fait 2 mois qu'il est dans le service. Il a très peu de visites de son épouse. Elle ne reconnaît plus son mari, lui qui était tout pour elle, lui qui l'a tellement aimée. Lui, si pudique, qui a eu des gestes déplacés sur les soignantes qui venaient au domicile pour la toilette, ou lorsqu'il est apparu, déshabillé, devant les amis de madame au cours d'un goûter. Elle me dit qu'elle a eu honte, qu'elle n'a plus invité ses amis, car elle avait peur que ça recommence. Elle se sent bien seule. Lorsqu'elle vient 1 fois par semaine environ, elle n'a de cesse de remercier l'équipe pour tout ce que nous faisons pour lui et pleure d'un énorme chagrin inconsolable, culpabilisant de ne pouvoir venir plus souvent, mais c'est trop dur. Elle est en deuil blanc. Madame Annette, qui est là depuis plusieurs mois, « Il est où mon mari? Elle est où ma chambre ?» Et pour les conjoints aidants accompagnants, comment ça se passe? Le mari de Madame Annette, « Non, pourtant il vient tous les jours, lui. Non, je ne peux pas ne pas venir. Je sais, tout le monde me dit qu'il faut que j'espace mes visites. Mais c'est impossible, c'est pas possible, je ne peux pas ne pas venir la voir. » L'épouse de Monsieur Pierre, elle vient en taxi tous les après-midi. 30 km aller, 30 km retour. Je ne vous dis pas la facture à la fin de chaque mois. Ah, je l'aime, mon Pierre. Je viendrai tous les jours. Je me fiche de ce que ça peut coûter. Ah, si vous aviez un lit pour que je sois avec mon Pierre. Et Madame Marie-Claude, elle aussi qui vient d'arriver la semaine dernière, après plusieurs mois en unité cognitivo-comportementale, et qui est encore un peu perdue. Il y a 6 mois, elle a été retrouvée au domicile avec son mari aidant, ils n'ont pas d'enfants. Celui-ci est décédé depuis plusieurs jours après une chute. Ils n'ont pas pu appeler les secours. Monsieur était mort depuis 6 jours quand ils ont été retrouvés, alertés par les voisins. Le clic alerté par les voisins. Elle n'est pas allée aux obsèques de son mari. A-t-elle compris qu'il est décédé? Lui a-t-on dit. Au début de son hospitalisation, elle a eu de grosses crises de larmes, d'angoisse, nécessitant presque d'être bercée pour la consoler. La mandataire nouvellement nommée vient de récupérer des objets du domicile, des albums photos. Qu'allons-nous en faire? Elle semble être un petit peu apaisée dans notre service. Est-ce que cela ne risque pas de réveiller de la souffrance? Dilemme.
Madame Henry, qui accompagne son mari en fin de vie, elle vient tous les jours aussi. Je suis là tant que je peux, on verra après. Et ses enfants, on sait que papa va nous quitter, mais on ne veut pas savoir. Alors ils cherchent sans cesse des explications rationnelles, car ils ne peuvent accepter l'inacceptable. Cette insupportable réalité de la fin de la vie de leur papa de 97 ans. Au travers de ces quelques exemples, où les deuils sont nombreux pour chacun, le temps est nécessaire. D'autant que cet espace-temps n'est pas le même pour le résident, pour le proche aidant, pour les professionnels, les accompagnants bénévoles, la société. Chacun vit son temps dans ce chemin des deuils à faire. C'est pourquoi l'accompagnant, quel qu'il soit, devra s'ajuster pour pouvoir se rencontrer avec la personne à accompagner et offrir un espace à l'accompagner pour le temps du dire. Ce dire qui s'exprimera de différentes façons, par la parole, les émotions, tristesse, la colère parfois, par des comportements parfois difficiles à comprendre, à trouver du sens. Pour ces personnes atteintes de troubles cognitifs qui traversent un deuil ou des deuils, il me semble important de croire encore en leur capacité à ressentir les choses. En effet, on sait bien maintenant que ces personnes âgées atteintes de troubles cognitifs gardent leur capacité à ressentir les émotions et qu'elles restent intactes très longtemps. On a d'ailleurs souvent tendance à les sous-estimer. C'est vrai, nous sommes souvent tiraillés par d'hypothétiques questions-réponses. Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'on aurait dû? Et si? Et si? Or, si la relation est faussée par des non-dits, une désinformation, la personne va ressentir le malaise de l'interlocuteur. Cela va majorer son angoisse, son mal-être, car elle va se rendre compte qu'on lui cache quelque chose ou que quelque chose ne va pas bien. Par contre, elle ne pourra peut-être pas l'exprimer par des mots, encore que parfois on est surpris. Elle aura des difficultés à formaliser ses émotions, comme sa tristesse ou sa colère, des émotions nécessaires au cheminement du deuil. Il pourra alors apparaître des troubles psychocomportementaux qui, eux, exprimeront cette incompréhension. Il y a des choses qui se savent sans jamais avoir été dites. En effet, même au stade le plus avancé de la maladie, l'être humain reste particulièrement sensible aux ambiances affectives, autant au mensonge qu'à la vérité d'ailleurs. C'est pourquoi il paraît important de dire, de façon raisonnée et raisonnable, le son de la vérité, même si cela est difficile à dire et à entendre, mais tellement plus sain dans le temps. Et si la personne ne comprend pas bien les mots, elle garde l'information émotionnelle en elle. La relation de confiance n'en sera alors que plus favorisée entre la personne âgée, son entourage, que ce soit les proches, les soignants, les accompagnants bénévoles. Mais encore faut-il oser aller vers ces personnes qui traversent des deuils, qu'elles soient malades, proches, aidants, pour créer une véritable rencontre avec un grand R. Cette rencontre, Catherine Perrotin, philosophe, la nomme événement. Elle nous dit que cet événement permet à deux êtres humains de partager leur humanité dans leur singularité. Pour que cet événement puisse avoir lieu, il est nécessaire de s'appuyer sur des valeurs pour une éthique du care. Le respect de l'autre, le souci de l'autre, la responsabilité à autrui, la sollicitude, l'écoute, le temps. Et laisser aussi la place à l'espoir, si nécessaire à tout être humain. L'accompagnement de la personne âgée, endeuillée, fragile, doit être reconnu et pris en compte, comme on essaye de le faire maintenant pour les enfants. C'est une réelle spécificité qui nécessite parfois une réflexion, une discussion éthique, car il nous faudra prendre la décision la plus juste pour la personne âgée endeuillée en ce moment. Il nous faut du temps, de la présence, de l'écoute, bref,
de quoi faire un véritable accompagnement. L'information vraie, accompagnée, paraît défendable, même si souvent elle est source et synonyme de souffrance. Cela fait écho au respect des droits et des libertés de la personne âgée, même si elle souffre de troubles neurocognitifs. Accompagner celui ou celle qui traverse toutes ces épreuves de vie, celui ou celle qui reste, même quand il ou est âgé, permettre de dire au revoir, de se dire au revoir pour terminer une relation, même quand les mots ne sont plus là, restaure ces personnes dans leur dignité humaine. C'est reconnaître nos aînés, fragiles et vulnérables, dans leur statut de personne à part entière. Merci beaucoup à chacune de vous. Je garde juste 2 mots comme autant de traits d'union vers la suite. L'idée que nos temps ne concordent pas à nous tous autour de la personne âgée endeuillée et l'idée qu'il y a une histoire d'éthique qui va se poser par rapport à ça pour trouver l'attitude juste à avoir. Mais avant d'aller vers ces points-là, je vais demander à Amanda Castello si elle veut bien rajouter un 3e regard de professionnel sur ces réalités de la personne âgée. Qui est-elle, la personne âgée endeuillée? Merci beaucoup. Amanda, oui. Amanda, quand nous avons sollicité Amanda, elle m'a dit « Ah, je suis très heureuse d'être ici avec vous. J'ai tellement de choses à dire sur les personnes âgées. Tellement de choses à dire, j'en ai tellement rencontré, j'ai tellement d'expériences à vous expliciter. Mais bon, il a fallu réduire le temps, l'espace, le discours. Donc je vous pose la question là, aujourd'hui, vous, Amanda, qui est donc la personne âgée à travers vos expériences, votre vécu? Racontez-nous. 20 minutes. On vit sur l'onde de la frustration ici. Hein. Voilà, on va sortir, on aura tous besoin d'aller voir le psy pour essayer de décompresser cette angoisse. Hein. Eh bien, non, je suis vraiment très, très heureuse d'être ici. Ça me fait un immense plaisir. Je crois que c'est une façon de se ressourcer les uns les autres. Puis ce qui me fait très plaisir, c'est de voir qu'il y a tous les âges dans la salle. Et ça, c'est vraiment un grand plus, quoi, de voir qu'il y a des gens très jeunes, et puis il y a des gens mûrs, voilà. Des gens d'expérience. Bien, auquel j'appartiens. Alors, quelle est donc cette personne âgée avec laquelle, bien sûr, je collabore, travaille, etc. Et pas seulement la personne âgée, avec beaucoup de gens. Mais je voudrais, si vous voulez, le prendre de 2 points de vue, ou deux angles pour considérer ça. Je vais essayer de faire donc le plus vite possible pour surtout pas trop dépasser, parce que quelque chose je vais certainement réussir à dépasser. Mais voilà, je crois qu'on peut partir d'un premier point qui est d'abord... alors, la base de tout ça, c'est de dire à chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, notre condition physique, psychique, sociale ou autre, nous avons une histoire. Et il n'y a pas d'histoire qui soit moins importante qu'une autre histoire. Que nous soyons le général de Gaulle, qui a été cité plusieurs fois, ou que nous soyons la boulangère ou le poissonnier, toutes les histoires de vie sont fondamentales, uniques. Et ça, c'est l'axe d'un accompagnement. Et je vais développer. Alors, je voudrais d'abord partir je vous disais, de 2 points de vue. Donc, les 2 points de vue, c'est, d'une part, premier, vous avez perdu, vous, un être cher, quelqu'un qui était pour vous important. C'est peut-être votre père, votre mère, votre grand frère, votre grande sœur. Un être qui représentait pour vous un pilastre dans votre vie, c'est-à-dire une espèce de colonne portante, un point de référence, peut-être une personne à laquelle vous pouviez vous confier ou demander quelques conseils ou une idée, une suggestion ou une poussée pour continuer à aller de l'avant. Et tout d'un coup, cette personne disparaît. Et quand elle disparaît, c'est une partie de votre histoire qui s'efface. C'est une partie de votre histoire qui se termine. Parce que cette personne appartenait à votre histoire.
Et il y a un lien qui se rompt. Et alors peut-être qu'à ce moment-là, vous vous posez la question qui a déjà été posée tout à l'heure, à qui le tour? Est-ce que ce n'est pas maintenant mon tour à moi? Puisque mes parents sont partis, et maintenant, maintenant ça va être moi. Alors à ce moment-là, vous vous posez peut-être la question, mais puisque cette histoire se termine, mais qui était donc cet homme ou cette femme que j'aimais profondément? Parce qu'on est toujours convaincu que l'on connaît parfaitement les personnes que nous aimons. Or, ceux qui travaillent en psychologie savent très bien que tous les conflits qu'il y a, que ce soit avec les adolescents ou avec les personnes âgées ou dans les couples, c'est un problème de communication. Parce qu'on croit connaître l'autre et en fin de compte, on ne le connaît pas. Et donc, au moment où la personne physiquement n'est plus là, il est un peu tard. Et il y a tout d'un coup une série de questions qui arrivent et on se rend compte qu'on a bypassé beaucoup de périodes de l'histoire de cette personne. Et que ce soit dans le cadre d'un deuil classique, appelons-le comme ça, ou d'un deuil blanc, tout à fait juste. Il y a des moments, des périodes de cette histoire, de cette personne aimée, que nous nous rendons compte d'avoir sous-estimé, ou qu'il est trop tard maintenant pour poser des questions. Et alors peut-être qu'à ce moment-là, disons qu'on se rend compte que voilà la base du problème que nous avons tous et toutes dans notre travail d'accompagnement, dans notre travail d'aidant, dans notre travail de soignant, qui est la connaissance de l'histoire de l'autre. C'est ça qui manque. Et si vous n'avez pas la connaissance de l'histoire de l'autre, vous ne pouvez pas communiquer. La communication, elle se base sur quelque chose de concret. Et ce concret, c'est l'histoire vécue par l'autre. Et par histoire, il y en a des choses à dire. Alors, la deuxième question, donc, c'est de se dire, très bien, alors, vous êtes maintenant, le deuxième point de vue, ce n'est plus une personne âgée que vous avez perdue, mais vous êtes vous-même une personne âgée en deuil. Considérant que nous sommes, comme a dit tout à l'heure notre sociologue, nous sommes tous des gens de bien-être, intelligents, équilibrés, et nous ne nous sentons pas particulièrement vulnérables, en tout cas pas en ce moment et pas en cet instant. Nous sommes tous Superman et Wonder Woman. Et nous nous comportons tous de la même façon, parce que les autres trucs, ça arrive aux autres, mais pas à nous. Et quand ça nous touche, c'est absolument injuste. C'est une punition divine ou une punition pour laquelle nous n'avons aucune responsabilité. Mais en fin de compte, les faits sont là. Et il faut gérer. Alors donc, vous êtes une personne âgée, et on l'a bien dit, vous avez une quantité de deuil accumulée sur les épaules. Et comme on l'a dit aussi, vous êtes chaque fois plus sollicité pour aller à l'enterrement de l'un et de l'autre, et au bout d'un moment, vous êtes devenu un spécialiste des enterrements, en vous disant, bien un jour ou l'autre, ça sera le mien, on verra bien qu'est-ce qui va être là. Et puis vous vous rendez compte petit à petit qu'en fin de compte, comme l'a dit justement le psychiatre tout à l'heure, à la fin, il n'y a plus grand monde. Vous les comptez sur les doigts d'une main. Et c'est ce qu'on nous ont expliqué également la gériatre et notre ami le cadre de santé. À la fin, ce qu'il vous reste, c'est peau de chagrin. Il n'y a plus rien, ou pas grand monde. Et puis à la fin, quand vous arrivez vraiment autour d'être centenaire, alors là, il n'y a que vous. Mais alors, bien sûr, il y a cet isolement. Puis comme on a dit déjà, c'est évident qu'on ne peut pas... Avec qui on va communiquer? Avec des jeunes qui n'ont pas votre histoire? Puisqu'on en est à la base, c'est l'histoire. Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est les partages. C'est ce qu'on vit avec l'autre. C'est ce qu'on a mangé avec l'autre. C'est le verre qu'on est allé prendre. On a bu le Beaujolais nouveau. On a critiqué s'il était meilleur que l'année dernière ou pas. C'est la vie. Et pour partager, il faut partager des choses que l'on sait, que l'on a vécues ensemble. Et avec les jeunes qui ont 20 ans, ou encore moins, pas grand-chose. Puis eux, ils sont nés avec un portable à la main, avec une tablette. Et puis quand vous racontez dans une école, vous parlez de personnes âgées, ils vous disent « Mais comment vous avez fait alors? Comment tu faisais alors pour parler avec ta nana? Mais comment tu faisais pour la rencontrer? Comment vous faisiez ?» C'est pas concevable pour eux. Et vous allez leur raconter votre histoire d'amour, et ils vont vous dire « Ouais, mais d'accord, ok, marrant, mais enfin bon. » Mais pourtant, les histoires d'amour qu'ont vécues ces personnes, elles sont fondamentales, aussi importantes, sinon plus, que celles que l'on peut vivre à travers
Facebook ou Instagram ou WhatsApp, machin chouette, là. Bon, allez, je le fais aussi un petit peu exprès, mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses que je ne sais pas. Hein. Mais donc, ces mondes se cloisonnent et donc s'isolent. Et on est chaque fois plus seul. Et je me rappelle qu'une fois, une patiente me disait, une vieille dame me disait, écoute, c'est bien simple. En plus, je me rends bien compte que je perds la boule, que j'oublie des choses. Et on me le fait remarquer. On me dit, ah, on te l'a déjà dit. Et il me dit, qu'est-ce qui se passe alors? Ben, que je n'ose plus rien dire. Je n'ose plus parler. Et elle m'a dit, ce concept que moi je l'ai pris comme un syndrome, je suis un escargot dans sa coquille. Et je l'ai appelé le syndrome de l'escargot. C'est-à-dire que la personne décide de se retirer à l'intérieur d'elle-même parce que de toute façon, ça ne sert à rien, personne ne me comprend et je n'ai pas de communication possible. Les seules choses qui les intéressent, c'est savoir si j'ai mangé, si j'ai fait pipi, si j'ai fait autre chose et si on m'a donné mes médicaments. Mais ce n'est pas ça, la vie. Donc, voilà le syndrome de l'escargot. Et je vous le propose parce que c'est quand même intéressant. Et cette personne, donc, elle se recroqueville sur elle-même, elle ne parle pas, elle ne communique plus. Et tout à l'heure, il y a un magnifique exemple que vous avez donné de cette dame. Eh bien, je vous en citerai même un autre. Je déborde déjà tout de suite, c'est sûr. Une vieille dame que je vais voir à l'intérieur donc d'une maison de repos, appelons-les comme ça. Et cette dame commence, on parlait de voyage, et elle commence à parler avec moi d'un voyage qu'elle avait fait au Cap-Nord en bicyclette. Et le personnel qui était là dit « Allez Marie, ça suffit, arrête de raconter des salades !» Et cette dame, donc, et ça je pense que vous savez comment est-ce que souvent, malheureusement, certains personnels à l'intérieur de ces maisons de repos traitent les personnes âgées. Et donc on commence à parler, elle et moi j'ai été au Cap-Nord, et donc ce qu'elle racontait était tout à fait véridique. Et donc, on a commencé à discuter sur le Cap-Nord. Et au bout d'un moment, le personnel s'est rendu compte vraiment de la monstruosité de leur relation. Et ils ont dit, ah, mais on ne savait pas. Mais j'ai dit, est-ce que vous ne lui avez jamais demandé? Ah ben non. Ah ben non. Donc, la relation, elle est donc sans connaissance. Mais elle est sans connaissance, pourquoi? Parce qu'elle est sans intérêt, sans intention de connaissance. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très grave. Alors en plus, à côté de ça, bien sûr, donc l'envie de communiquer se réduit. Et puis il ne faut pas oublier non plus que dans les fameuses maisons de repos, ben souvent vous les appelez par leur prénom, si vous savez, vous connaissez son prénom, ou alors vous l'appelez grand-père ou grand-mère. Et moi j'ai des personnes âgées qui m'ont dit, mais qu'est-ce qu'elle a à m'appeler grand-mère ou grand-père? Je ne suis pas son grand-père, sa grand-mère, et je choisirai quand je veux être appelée d'une autre façon. Et ça, c'est ce côté de l'infantilisation de la personne âgée. En fin de compte, qu'est-ce qu'on sait? Par exemple, je vous donne un autre exemple. Le titre, ce n'est pas que parce que vous êtes professeur de latin-grec, c'est plus important que si vous vendez des baguettes dans la boulangerie. Je n'ai pas entendu dire ça. Mais si vous avez un titre, le titre, il fait partie de votre histoire. C'est quelque chose pour lequel vous avez sué sang et eau pour devenir toubib ou pour devenir professeur de quelque chose ou pour devenir artiste. Vous y avez le droit. C'est une reconnaissance et ça vous participe de votre identification. Vous êtes le professeur truc ou la docteur machin. C'est quelque chose qui correspond à votre identité et qui peut vous aider à l'intérieur du rapport que vous êtes en train d'essayer de reconstruire. Donc, en fin de compte, quelle est l'histoire? Qu'est-ce que nous savons de la personne? Qu'est-ce que nous savons de Monsieur X ou de Madame Z? Nous savons son dossier clinique, nous savons son traitement médicamenteux, nous savons ce qu'elle doit manger ou ne pas manger. Nous savons ce genre d'informations, qui sont des informations matérielles, concrètes, bien sûr indispensables, mais qui appartiennent à l'être physique. Alors, on a rappelé déjà ce matin en parlant des soins palliatifs, rappelez-vous ce que disait la doctoresse Cicely Saunders, la fondatrice du St. Christopher Hospice à Londres, et qui disait, quand une personne souffre, elle souffre le total pain, la souffrance globale. C'est-à-dire que je souffre dans mon physique, dans mon corps, mais je souffre dans mon être relationnel, mon être
intellectuel, mon être sentimental et mon être spirituel, dont on n'a pas encore beaucoup parlé. Et donc ça, ce sont les souffrances de la personne. Alors, on l'a compris en soins palliatifs, il faut le comprendre pour les personnes âgées. C'est ça, si on veut vraiment faire un bon accompagnement. Alors de là, bien sûr, on arrive ensuite à la dépression, on arrive au suicide. Ce matin, donc, Laurence a cité les données du ministère de la Santé. J'espère que, bien sûr, je suis sûre que parmi l'Assemblée, la Docte Assemblée qui est ici, il y a de nombreux cadres de la Maison du Dessus qui sont impatients de savoir ce que nous sommes en train de dire et qui vont prendre des notes pour essayer d'améliorer leur programme pour la santé des Français. Alors, une autre chose qui est importante, avant qu'Olivier, naturellement, me coupe la parole, parce que je le connais, ce n'est pas la première fois, mais il a raison d'ailleurs. Bon, alors, une chose importante à comprendre. Il y a quelques années, j'avais dirigé une enquête sur les personnes âgées dans les régions de montagne, j'entends jusqu'à 1000-1500 mètres d'altitude, dans le nord de l'Italie. Je travaille dans différents pays, et voilà. Et donc, il m'avait proposé de faire ce travail-là, que j'avais accepté avec grand plaisir. Et donc, ça voulait dire quoi? C'était des personnes âgées, surtout des femmes, parce que d'abord, on vit beaucoup plus longtemps, mesdames, que ces messieurs, et puis on a plus de résistance, on a plus de capacité de résilience, comme dirait Boris. Mais ce qui est important, c'était que ces femmes avaient cette volonté de continuer à préserver leur autonomie et leur indépendance. Donc elles vivaient en allant chercher souvent leur bois à l'extérieur pour allumer leur feu, pour allumer, vous savez, sur ces vieux trucs où on mettait la bouilloire à chauffer toute la journée. Et ces femmes qui vivaient parfois avec un chat ou un chien refusaient l'invitation des services sociaux à descendre dans la vallée pour aller être protégées et soignées à l'intérieur d'une structure. Et quand, avec mon équipe, on leur a demandé « Mais de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on vous emmène faire un tour à la mer, assister à un concert ou autre chose ?» Elles ont dit non. On voudrait pouvoir parler, rencontrer des autres de notre âge. Vous voulez nous accompagner ou les faire venir ici pour qu'on puisse échanger sur nos vies. Je veux les écouter et je veux qu'on m'écoute. Voilà ce qui a été mentionné tout à l'heure, la parole. Alors, il n'y a pas que la parole. Alors, je vais essayer d'aller très vite. Il y a bien sûr énormément de choses. J'aurais bien sûr beaucoup d'autres exemples à vous citer, mais je crois que là est aussi la base. Quand vous êtes dans une maison et que vous avez quelqu'un qui vient ouvrir la fenêtre et puis tire les stores et puis il dit « Ah, il fait beau aujourd'hui » ou bien « Ah, il pleut, ah, il neige » et puis après vous sortez et vous rencontrez l'opératrice ou l'infirmier et puis vous lui dites « Comment va monsieur ou madame ?»« Ah oui, tout va bien, oui. » Et qu'est-ce qu'elle a dit? Ah ben rien. Ben non, elle n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit. On lui a simplement dit qu'il faisait beau, qu'il faisait froid ou qu'il neigeait dehors. On n'est pas rentré dans la relation. Alors d'accord, vous me direz, on n'a pas le temps, on court comme des dingues, c'est vrai. Il n'y a pas de financement, il n'y a pas assez de personnel, c'est vrai. Bon, c'est là que les autres doivent intervenir. Il faut que naturellement les institutions se bougent. Il faut que les institutions commencent à réorganiser, pas des programmes théoriques, mais des choses concrètes. Et comment ils peuvent l'inventer? Ils ne le savent pas, ils ne savent rien. Je ne demanderai pas ici combien qu'ils lèvent la main pour savoir quels sont les personnels de cette structure ici qui sont présents. Enfin, on ne se fait pas d'illusions, aucun d'entre nous. Donc, il faut leur préparer le travail. Donc, il faudrait peut-être, par exemple, en nous appuyant sur ces deux grandes fondations qui nous ont convoqués aujourd'hui, qu'il y ait, par exemple, un travail, une espèce d'enquête qui soit faite, d'abord peut-être avec des endroits pilotes sur le territoire français, pour essayer de comprendre quels sont les réels besoins, de, par exemple, d'identifier toutes les associations et les fédérations et les groupements qui existent, et on économiserait probablement au niveau des formations, au niveau économique, et on pourrait se prêter peut-être des gens à gauche, à droite. Il faut arriver à être concret et pas simplement dire « il faut ». Alors, j'aurais une série d'informations à vous donner, mais bien sûr, j'ai bien compris, il n'arrête pas de me regarder avec un œil méchant, là, le monsieur qui est lu devant. Bon, alors... on a par exemple parlé beaucoup des animaux, et là j'aurais vraiment beaucoup de choses à vous dire parce que j'y tiens énormément. Rendez-vous compte que la monsieur ou la madame qui vit tout seul et qui tout d'un coup doit se retrouver dans une maison de repos, je continue à utiliser ce mot parce que vraiment il me fait rire, tristement rire, et qu'il est obligé ou elle est obligée d'abandonner son animal. C'est un double deuil. C'était probablement le dernier être personne non humaine, mais personne
avec laquelle elle pouvait se relationner, pouvait rentrer en rapport, confier ses problèmes et jamais être contredite, bien sûr, mais être comprise, parce que là, elle pouvait avoir une véritable communication. Donc aujourd'hui, il y a des choses nouvelles qui se font. On a parlé des institutions privées, par exemple, du management qu'on peut trouver dans les sociétés. Par exemple, la SPA a commencé à créer des programmes et des facilités en s'appuyant sur des sociétés commerciales qui vendent des produits pour animaux, qui donc vont financer des structures. Il y en a une, par exemple, en Gironde, je crois que ça s'appelle la Belle-Île, qui est une EHPAD, qui a commencé à pouvoir recueillir les animaux des résidents. Donc là, il y a des quantités d'informations de ce genre. Donc c'est plus seulement de la pet-thérapie, c'est pas seulement, il y a le fameux cheval Peyo dont vous avez tous entendu parler, qui va voir les personnes âgées, mais c'est vraiment maintenant une nouvelle dimension de l'aide. Hein. Bon. Alors, j'aurais énormément de choses à vous dire. Je suis obligée de me taire. Enfin, je vais vous quand même... Attendez, il y a quand même... je ne sais pas que je vais faire de la publicité pour mon dernier bouquin, mais il y a quand même un bouquin qui s'appelle « Le second souffle », dans lequel il y a une méthode sur les crayons. Et là, vous le trouvez dans ce livre-là. C'est parce que j'avais porté mes petits crayons pour vous les faire voir, mais ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je vous parlais de l'histoire au début de cet entretien, chacun d'entre nous a une histoire à raconter et une histoire à transmettre. Aujourd'hui, on parle beaucoup de biographie. Les biographies, elle est rentrée dans les soins palliatifs. Au congrès de Strasbourg de l'ASFAP en 2012, on a commencé à parler de biographie, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'être l'histoire de l'artiste ou du joueur de foot qui compte. L'histoire de la vie de ma boulangère ou de mon poissonnier vaut autant. Mais il faut parfois qu'il y ait quelqu'un qui puisse recueillir. Et non seulement, pourquoi ? Quand vous recueillez l'histoire d'une personne, vous la faites vivre. Parce que vous allez dans ses souvenirs, parce qu'elle vous raconte et elle se remet comme elle était. Tout à l'heure, on a parlé qu'on est dans différents âges. On est tout le temps dans un âge différent. Moi, je peux me rappeler de ce que je faisais quand j'avais 15 ans, ou quand j'en avais 20, ou quand j'en avais... Non, il faut que je m'arrête peut-être. Mais c'est ça qui est important. Je vous disais, la base d'un véritable accompagnement, c'est la connaissance de l'autre. Alors, il y a un dernier point sur lequel, je ne peux pas bypasser, qui est important. C'est le dernier. J'aurais craché, c'est le dernier. Non, je ne cracherai pas ici pour respect pour l'institution, mais alors, attendez, je vais quand même vous dire, ce dernier, on est tous d'accord sur les droits. Le problème, c'est l'application des droits, dans tous les domaines. Alors, le droit d'aimer et d'être aimé. Alors ça, c'est le droit à aimer et à être aimé, on est tous d'accord, bien sûr, absolument, ça ne se discute pas. Seulement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On a parlé de couples qui ont vécu peut-être 50 ans, 60 ans ensemble. Alors, si vous avez bien sûr les moyens, vous pouvez vous payer un appartement chez Domitis. Mais si vous ne les avez pas et que vous êtes une personne lambda et que vous arrivez parfois dans des endroits où ce n'est pas possible de vous mettre dans la même chambre, alors le monsieur, il va aller avec les hommes et la madame, elle va aller avec les femmes. Et on va rompre un couple. Ça, c'est un premier gros problème sur lequel il faut réfléchir. Après, il y a un deuxième problème. Vous avez des personnes qui arrivent dans les maisons de repos et qui sont endeuillées, âgées, endeuillées, et puis ils sont un peu perdus, comme toujours, c'est ce qu'on a entendu déjà. Et puis peut-être il y a des moments où vous allez rencontrer quelqu'un, comme partout, comme ici, avec lequel vous allez sympathiser, avec lequel vous apercevez que vous avez peut-être des amis en commun, ou vous avez été en vacances, je ne sais pas, ensemble sur la Côte d'Azur ou à Tahiti. Et puis tout d'un coup, vous commencez à communiquer. Et puis de là, eh bien, il y a peut-être un lien d'amitié, et puis après un lien d'affection. Et alors là, ça devient difficile, parce que les love stories en EHPAD, c'est pas bien vu. Mais pas du tout. Parce que les personnels soignants ne savent pas comment se comporter. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous les avez vus tous les deux. Ils vont se becqueter là, derrière. Qu'est-ce qu'on fait ? Et l'administration ne sait pas quoi faire. Et puis la famille, comment vous pensez qu'elle réagit ? Elle est très gênée, la famille. Mais qu'est-ce qu'il veut, ce petit vieux libidineux à ma mère ou à ma grand-mère ? Bon, j'exagère, je dis ça avec une façon d'humour, mais pour faire comprendre l'importance et le drame que l'on peut, sans le vouloir, être responsable de ça. Parce que le besoin d'aimer et d'être aimé, il est notre droit à tous. Ah ouais, attendez, je vous finis avec une belle... Attendez. Je vous finis avec une belle citation magnifique d'Eleanor Roosevelt qui dit « Les jeunes beaux sont des accidents de la nature, mais les personnes âgées, belles, sont des œuvres d'art. » Voilà. Pardon.
Merci beaucoup à Amanda Castello d'avoir dit qu'il fallait avoir envie de comprendre les personnes, rappelé cette phrase d'elle, on voudrait pouvoir parler avec d'autres personnes de notre âge. Tout ça, on est en plein dans le sujet. Et des dernières idées qui donnent déjà des aliments pour l'après-midi, où on va essayer de parler de choses qui vont dans le sens d'une prévention et non pas d'une aggravation de ces situations. Merci beaucoup. Alors, ça faisait beaucoup de choses à écouter pour vous. Je vous propose, parce qu'il y a un comportement que vous avez pu voir, il y a 2-3 personnes qui se sont levées. Vraisemblablement, la séance est longue. Et c'est peut-être le moment de prendre une pause. Mais avant de partir faire une pause, je voudrais laisser peut-être, non pas la parole à la salle, bizarrement, mais vous rendre la parole à l'un, l'autre, pour, si vous voulez bien, un petit exercice de dire, pour chacun d'entre vous, qu'avez-vous retenu comme idée particulièrement intéressante dans ce qu'a pu dire les deux autres, puisque vous étiez là. J'ai vu que vous preniez des notes pendant qu'ils parlaient. C'est comme si on réfléchissait à voix haute. Si ça vous va, ça sera un petit échange sur les perles que vous avez entendues chez les autres, et ça sera encore une petite chose à écouter pour nous, et je vous frustre, vous aussi, de questions que vous voudriez. Je vous prends peut-être par surprise en vous proposant ça. Vous avez aimé chez Pierre Charazac ou chez Marie-Thérèse de Blambriault ou Laurence Mitten ou Amanda Castello une idée à vous, si vous voulez bien le dire comme ça, de chic. C'était pas prévu. Il me semble que ce qui revient en permanence, c'est la question de l'écoute. Et sa difficulté, bien sûr, parce que l'écoute, ça suppose aussi qu'on s'écoute soi-même. Voilà. C'est une sorte de double écoute, finalement, qu'on est invité à pratiquer. L'écoute de l'autre et également l'écoute de ses propres réactions qui peuvent parfois amener à escamoter certains messages. Moi, j'ai l'impression qu'à travers tout ce qu'on a pu dire les uns et les autres, moi, ce que je ressens encore plus, c'est à quel point on parle de personnes âgées, mais la personne âgée, c'est une personne. Et moi, j'ai toujours remarqué que plus on lui ajoute de qualificatifs et plus on lui enlève quelque chose. Et je trouve que là, on a bien vu la personne, son histoire, ses émotions, malgré les troubles cognitifs, enfin le fond de la personne qui peut parler, qui peut être écoutée. Si elle est écoutée, elle peut parler. Et même avec des troubles cognitifs, elle est toujours là dans ce qu'elle ressent. Donc en fait, le fond des gens, il est toujours là. Alors moi, je suis très attachée à l'histoire parce que je pense qu'on ne peut pas accompagner des personnes âgées si on ne connaît pas leur histoire de vie, parce que c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir la regarder vivante, encore pouvoir faire plein de choses. Alors je termine avec un exemple concret. J'avais une très très grande amie qui est partie l'année dernière et elle ne voulait pas aller bien sûr dans une maison de repos, mais elle a fini, on a dû l'obliger parce qu'elle était tombée plusieurs fois et elle était dans des situations, on l'a retrouvée sur le tapis après 12 heures sur le tapis. Et cette femme elle avait donc aujourd'hui, elle avait 98 ans, on espérait bien qu'elle allait arriver encore un petit peu plus. Et cette femme avait été, pendant la Deuxième Guerre mondiale, une commandante FFI, lieutenant de l'armée française. Mais dans la maison de repos, elle n'était qu'un numéro. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé, que je vous disais, peu importe qu'on soit boulanger ou qu'on soit diplômé, peu importe, mais j'ai demandé à des personnes de confiance de faire venir et de mettre dans sa chambre la Légion d'honneur, les médailles et tous les diplômes qu'elle avait eus, parce que cette femme avait fait des choses les plus incroyables. Mais vous voyez devant vous, c'était une toute petite bonne femme, pliée en deux. C'était une vieille dame dont personne ne s'occupait. Parfois, elle avait des cauchemars terribles. Et elle me disait, j'ai encore rêvé cette nuit de la Gestapo. À Rennes, elle s'échappait sur les toits d'une maison parce qu'elle avait été à Rennes, elle était bretonne. Et elle me disait, ils arrivent et ils me giflent en me disant que je dérange les autres. Voilà un exemple que je voulais quand même citer. Merci de ces commentaires que vous voulez bien partager.